Bonjour, bienvenue à tous pour cette 6e édition des rencontres régionales autour du handicap. Aujourd'hui avec moi, j'ai Emmanuel Loli qui est chargé de développement de projets et d'animation d'équipe. Bonjour Emmanuel. Bonjour Pascaline, bonjour à toutes et à tous. Très bien. Et donc, pour cette occasion tout à fait spéciale, puisque cette 6e édition se passe en ligne, nous aurons l'occasion de voir de nombreux témoignages et interviews. Et ce sera très intéressant pour nous de pouvoir échanger. Vous pourrez poser toutes vos questions dans le chat qui sera ouvert tout le long de l'événement et nous essaierons toutes les deux d'y apporter des réponses. Alors Emmanuel, peut-être pour commencer, je vais te laisser la parole. Est-ce que tu pourrais nous présenter l'historique de la démarche de progrès pour l'accessibilité des formations ? Du coup, comment cette démarche s'est construite ? Cette démarche a été construite suite à des questionnements de centres de formation en lien avec un besoin d'être guidés dans l'amélioration de leur accessibilité. Donc jusqu'alors, les directions des centres de formation s'engageaient, signaient une charte et nommaient un référent handicap. Néanmoins, les différents retours que nous avions étaient de dire, bon, l'accessibilité, très bien, mais nous souhaitons améliorer cette accessibilité et donc être guidés. Donc, nous avons proposé aux institutionnels, régions, AGFIP, ARS, la constitution d'un groupe dans lequel il y avait les têtes de réseau, des centres de formation, la région, l'AGFIP. Et durant ce temps, a été construit les fameux indicateurs que connaissent bien les centres de formation, donc qui émanent de leur réflexion et qui est amené à les guider en fait dans l'amélioration de l'accessibilité, ce qui était la volonté des institutionnels de mettre à disposition des centres de formation des outils pour améliorer cette accessibilité. D'accord, très bien. Et du coup, ce groupe de travail, il y a plusieurs étapes qui ont été développées. Quelles ont été ces étapes ? Est-ce que tu pourrais en quelques mots nous expliquer un petit peu les différentes phases ? Donc la première phase, la réflexion, rencontre, avec l'identification de différentes sections en fait qui concernent l'accessibilité, accessibilité qui ne se limite pas aux locaux et qui pour le coup concerne l'ensemble de l'activité d'un centre de formation. Donc identifier les différents points sur lesquels l'accessibilité avait besoin d'être améliorée et d'indicateurs. Ensuite, il y a eu la rédaction, la finalisation des outils, donc charte, autopositionnement avec un intervenant extérieur qui a construit ce site, puis une expérimentation auprès de 21 centres identifiés par les têtes de réseau. C'est-à-dire que les têtes de réseau ont identifié des centres de formation volontaires pour tester ces outils. D'accord, très bien. Donc, à l'issue de l'expérimentation, peut-être qu'il y a une dernière phase, peut-être de terrain, du coup ? Alors, la dernière phase, ça a été à partir des retours qui ont été faits, de modifier certains outils, de les améliorer. Puis ensuite, on a pris notre bâton de pèlerin et nous sommes allés rencontrer les centres de formation pour leur proposer ces outils qui ont vocation à les aider, à les appuyer dans leur réflexion. Très bien, donc toute une phase de déploiement sur l'ensemble du territoire de la Nouvelle-Aquitaine. Tout à fait, c'est-à-dire que le déploiement au moment de l'expérimentation n'était pas effectif encore, donc déploiement sur le nord, ce qu'on appelle aujourd'hui le territoire nord qui représente les départements du 16, 17, 79, 86 et l'Est, donc 19, 23, 87. Je connais bien ma géographie. Oui, du coup, tant mieux. Très bien, très, très bien. Du coup, pour aider un petit peu les centres de formation aujourd'hui à
à visualiser ce que peut représenter cette démarche. Peut-être que le CRFH a construit un outil? Alors, l'outil, c'est l'autopositionnement, j'imagine, effectivement. C'est une interface dans laquelle les centres de formation vont retrouver les différentes sections concernées par leur accessibilité. Section dans lesquelles tous les indicateurs sont indiqués. À chaque indicateur, un plan d'action que le centre de formation doit proposer et mettre en place. On est bien dans une démarche d'amélioration de l'accessibilité et non pas dans quelque chose d'être au top tout de suite. Très bien, très bien. Alors peut-être que pour que ce soit plus clair pour les centres de formation qui nous regardent aujourd'hui, on va vous montrer un motion design qui vous expliquera de manière beaucoup plus détaillée l'ensemble de cette démarche. Regardons cela ensemble. L'accessibilité de tout pour tous est un principe affirmé par la loi du 11 février 2005. C'est un droit pour toute personne qui peut être placée en situation de handicap par la conception ou l'organisation des lieux, mais aussi des conditions de formation ou de travail. Et c'est un devoir pour les organismes de formation de mettre en place une politique d'accueil des personnes handicapées qui permettra d'organiser la compensation des situations individuelles de handicap. Un devoir pas si simple à mettre en œuvre. L'accessibilité, c'est l'ensemble des moyens qui vont être développés pour permettre un meilleur accès des personnes en situation de handicap aux services, aux lieux, au contenu des formations et qui vont pouvoir être utilisés par tous. Alors, un organisme de formation accessible, c'est quoi? Quelle traduction sur le terrain? Une démarche de progrès pour l'accessibilité des formations est proposée en Nouvelle-Aquitaine pour guider les organismes de formation. Conçue par des professionnels acteurs de terrain, représentant des réseaux de la formation, cette démarche s'inscrit dans la politique régionale pour la formation des personnes handicapées et est reconnue par les financeurs de la formation. Comment ça marche? Le premier pas, c'est la signature de la charte régionale pour l'accessibilité, gage de l'engagement de la direction. Elle définit les engagements de l'organisme de formation et précise les ressources mises à sa disposition dans le cadre de la politique régionale. C'est ensuite la désignation, au sein de chaque organisme de formation, d'un référent handicap, personne ressource pour la direction, l'équipe pédagogique, l'ensemble des personnels et les publics accueillis. C'est enfin un autopositionnement sur une grille d'indicateurs de pratique facilitée par un outil dématérialisé. La grille est composée d'un socle minimal de 12 indicateurs et d'indicateurs d'amélioration continue qui permettent de questionner l'accessibilité sous tous ses aspects. L'outil permet de valoriser ce qui est déjà en place, mais aussi d'élaborer un plan d'amélioration continue des pratiques. Cette démarche régionale est complémentaire à la certification nationale qualité. La région Nouvelle-Aquitaine en tient compte pour l'attribution de financements en soutien à l'apprentissage. En résumé, pour les organismes engagés, la démarche de progrès pour l'accessibilité des formations permet de s'auto-positionner et de construire un plan d'action, de rendre lisible son accessibilité et de répondre à ses obligations légales. Pour les personnes en situation de handicap et les partenaires, référents de parcours, employeurs, financeurs, c'est un gage de l'accessibilité et de la dynamique d'amélioration continue des organismes de formation. Pour vous informer et vous engager, nous vous invitons à contacter le Centre Ressources Formation Handicap. Très bien, vraiment, c'est intéressant d'avoir réalisé cet outil. On a été vraiment heureux de vous le présenter aujourd'hui en avant-première. Du coup, Emmanuel, est-ce que tu pourrais nous présenter le premier bilan de l'engagement des centres de formation en Nouvelle-Aquitaine? Alors, comme vous l'avez vu dans ce motion design, l'engagement se décline en deux grandes étapes. La première qui est la signature de la charte par la direction et les responsables de site. Le démarrage, donc après l'expérimentation en 2018, ça a commencé en 2019 sur l'ensemble du territoire de la Nouvelle-Aquitaine et les territoires nord et est à partir du mois de juin, puisque le déploiement a été effectif en juin 2019.
Donc, l'autre précision que je souhaitais apporter, c'est que les territoires du Sud étaient jusqu'alors engagés selon une autre démarche et qu'ils sont aussi rencontrés pour s'engager selon cette nouvelle modalité. Donc, comme vous pouvez le voir sur la courbe, vous avez la courbe bleue qui représente les chartes reçues et signées par les directions. Donc, 83 en 2019, 290 en 2020 et au 15 juin 2021, donc chiffre tout chaud, nous en sommes à 413. Très bien. Et du coup, la courbe orange, elle représente quel Alors, élément? La courbe orange, c'est la finalisation de l'engagement des centres de formation. Finalisation qui se fait par l'autopositionnement des centres de formation sur l'outil d'interface. Donc, on voit des chiffres beaucoup plus bas, c'est-à-dire qu'au départ, on avait prévu des délais entre la signature de la charte et la finalisation de l'autopositionnement, des délais d'1 mois. Dans les faits, on s'aperçoit que ce n'est pas tout à fait possible par rapport aux réalités des centres de formation. Oui, bien sûr. Et ce n'est pas très grave dans le sens où il est parfois préférable de prendre du temps avec les équipes, avec les formateurs, pour les engager aussi dans ces réflexions autour de l'accessibilité. D'autre part, il y a eu un contexte quand même sanitaire assez difficile pour l'ensemble des acteurs, mais particulièrement pour les centres de formation, le Covid, plus la certification Calliope, qui est quand même un bien puisque un certain nombre d'indicateurs en lien avec l'accessibilité pour les publics en situation de handicap sont dans ce document. Et donc, des retours des centres de formation sont que c'est facilitant, c'est-à-dire que l'autopositionnement leur permet de répondre aisément à Calliope par rapport aux indicateurs. Donc, nous sommes à 26 en 2019, 117 en 2020 et 215 au 15 juin 2021, toujours. Très bien, c'est un bilan quand même encourageant. Très encourageant, puisqu'on a vu une progression, un pourcentage qui augmente depuis 2019. En 2019, 31% des centres de formation allaient au bout de la démarche. Et au 15 juin, là, aujourd'hui, nous sommes à 52% des centres de formation, donc ce qui est plutôt très positif. Très bien. Alors, le dernier point sur lequel je souhaitais insister, c'est que la lisibilité de vos centres n'est effective qu'une fois que vous êtes allé au bout de la démarche. Et c'est quelque chose de très important parce qu'au bénéfice des personnes en situation de handicap. Oui, tout à fait. D'ailleurs, ce sera intéressant de voir que grâce au déploiement, il y a évidemment des ressources humaines qui sont utilisées sur le terrain, des professionnels de proximité, donc des chargés d'appui et de développement qui vont à la rencontre des centres de formation. Peut-être que ce sera intéressant d'avoir leur avis sur les différentes approches des centres de formation, comment ils se sont saisis de cette démarche. Donc, on voit tout de suite quelle stratégie les centres de formation ont mis en place pour répondre et travailler sur leur démarche d'accessibilité. Alors, la stratégie, elle diffère d'un centre de formation à un autre. En général, c'est vrai que ce qu'on constate, c'est que l'autopositionnement il est porté par la direction, toujours en lien avec le référent handicap. Parfois, lorsqu'on a une direction générale sur plusieurs sites, les coordonnateurs du site se penchent sur l'autopositionnement avec le référent handicap. Parfois, c'est un référent handicap régional qui accompagne les équipes du site sur cet autopositionnement. Les centres de formation que j'ai pu accompagner ont mis en place des stratégies vraiment différentes. Pour autant, j'ai eu aussi des centres de formation et j'en ai un bien en tête comme ça, un centre de formation où dès la
première rencontre autour de l'engagement, la direction était présente en réaffirmant vraiment l'engagement de ce centre dans la politique régionale. Mais dans le même temps, il a vite mis en avant la délégation complète qu'il donnait au référent qualité du centre de formation, qui menait en parallèle un travail autour de la certification Calliope. J'ai en tête un centre de formation qui effectivement est très important, qui travaille sur 7 filières professionnelles et donc a eu pour stratégie de faire un autopositionnement pour une des filières qui est suivie par un des référents handicap et donc de mettre en place cet autopositionnement à deux, avec la responsable des aménagements des formations pour l'ensemble du centre et le référent handicap de cette filière. C'est vrai que pour beaucoup de centres de formation, le premier questionnement a été de dire où on en est de la loi de 2005 et des obligations légales qui sont posées pour les centres de formation pour pouvoir faire justement un état des lieux et puis définir donc un plan d'action à mener pour répondre donc aux indicateurs de l'autopositionnement. La principale stratégie que moi j'ai pu voir, c'était finalement de préparer l'autopositionnement en amont, en prévision en fait de la certification Calliope, ou bien tout simplement de le faire en même temps, parce qu'ils sont en train de passer leur certification et donc du coup se disent que quitte à prendre le temps de travailler sur des indicateurs qui en plus relèvent du handicap, autant faire ce travail aussi en parallèle avec le CRFH, nos indicateurs. Les centres de formation, pour mener leur autopositionnement sur notre territoire, ont choisi de présenter leur engagement en réunion d'équipe pour avoir une vision d'ensemble sur les différents indicateurs sur lesquels ils devaient s'autopositionner et ensuite de mener une réflexion par groupe de travail en fonction des différentes sections. Certaines directions préfèrent au contraire attendre que leurs référents handicap soient formés à travers la formation que propose le CRFH sur la mission du référent, afin de mieux appréhender le sens des indicateurs et de la politique régionale concertée. Donc là, ce qu'on constate, les retours de nos collègues, ce sont vraiment que des choses très positives sur un travail en profondeur d'accompagnement auprès des centres de formation grâce à cette nouvelle modalité d'engagement. Très bien, très bien. Alors évidemment, qui dit nouvelle modalité, dit également questionnement qui émerge suite à ce premier travail. Les chargés d'appui se sont aussi exprimés sur les besoins qui ont émergé suite à cet autopositionnement. Regardons ça tout de suite. Après, ça leur demande aussi pour un certain investissement au niveau du temps, pour que ça soit un autopositionnement qui ait une vraie plus-value dans le développement de leur pratique. Il faut qu'il y ait une vraie réflexion qui ne soit pas menée uniquement par une personne, mais par un collectif, souvent avec plusieurs personnes du centre de formation qui doivent se pencher sur la mise en œuvre des plans d'action, notamment. Au niveau des difficultés que j'ai pu percevoir pour les organismes de formation, donc pour pouvoir considérer les indicateurs, les appréhender et puis les atteindre, ça a été véritablement d'intégrer un nouveau prisme qui allait toucher à toutes les strates de l'organisme de formation, à tous les niveaux. À la fois la direction, du coup la référence handicap, où qu'elle soit positionnée finalement, de considérer et structurer leur référence handicap véritablement, au niveau de l'accueil, des personnels d'accueil, et puis de toute l'équipe pédagogique, et puis même plus largement finalement à tout salarié travaillant au sein de l'organisme. Sur l'autopositionnement, parfois certaines structures, les petites structures notamment, rencontrent certaines difficultés. On va être sur un directeur qui est aussi référent handicap, qui est aussi formateur, et du coup, les questions ne sont pas forcément toujours adaptées à ces situations-là.
ils vont avoir un petit peu de mal à répondre à ces questions. Oui. Par exemple, les centres de formation ont parfois eu besoin de reformulation de certains indicateurs pour pouvoir se les approprier par rapport effectivement à leur spécificité de centre, pour pouvoir mieux les comprendre et pouvoir y apporter une réponse qui corresponde effectivement à la spécificité du centre de formation. Parce que ce n'est pas forcément quelque chose de très naturel, c'est un outil qu'on leur propose pour que justement un outil, un guide pour qu'ils puissent mettre en place toute une amélioration autour de l'accessibilité. Mais étant donné que c'est un outil qui est un petit peu nouveau et qui voilà, a été construit par le groupe de travail, il y a des fois des difficultés qu'ils peuvent rencontrer, comme par exemple, j'ai très fréquemment, en particulier de CFA, des difficultés qui sont rencontrées autour d'un indicateur qui est l'indicateur 15, sur la création de fiches par formation et des marges d'adaptation qui peuvent être mises en place par rapport à ces formations-là. Une autre difficulté que les centres de formation ont été confrontés, c'est au niveau de la section 3, lorsque l'accessibilité du bâtiment est abordée. Tout de suite, les centres de formation parlent de l'ascenseur, de la rampe d'accès qu'ils possèdent sur leur structure. Alors effectivement, c'est intéressant en premier niveau d'accessibilité pour le handicap moteur, les personnes à mobilité réduite, mais l'autopositionnement leur permet d'aller un peu plus loin dans leur réflexion, notamment avec l'élargissement de cette accessibilité à d'autres typologies de handicap, comme les personnes avec un handicap cognitif ou déficiente intellectuelle, pour lequel le repérage dans l'espace peut être travaillé avec un plan plus accessible pour se diriger dans la structure. L'organisation des centres de formation a été perturbée par le contexte sanitaire et économique sur l'année 2020. Pour autant, ils sont restés mobilisés et préoccupés par l'accueil des personnes en situation de handicap. Ils se sont engagés dans la démarche de progrès en signant la charte, mais la plupart ont dû décaler la complétude de leur autopositionnement sur 2021. Alors, Emmanuel, tout à l'heure, tu disais que pour être visible sur le site, il fallait aller jusqu'au bout de l'autopositionnement. Et ce qui est intéressant, c'est que nous avons eu la chance de parcourir un petit peu la Nouvelle-Aquitaine et de récupérer des témoignages de centres de formation qui ont été au bout de cet autopositionnement. Et pour poursuivre dans cette même veine, j'aimerais vous montrer dans un premier temps 3 exemples d'organismes de formation qui ont finalisé ce travail-là avec leur équipe et de considérer ensemble ce témoignage et ensuite on pourra en échanger ensemble. Tu veux bien ? Très bien. Ok, on y va ? Alors, bienvenue aux écoles de la CCI Dordogne, centre un peu atypique qui ne correspond pas forcément aux normes que l'on rencontre dans les milieux de la formation consulaire. Donc, sur ce site de formation situé à Boulazac, à quelques kilomètres de Périgueux en Dordogne, donc situé sur un grand campus de la formation professionnelle. Donc, nous accueillons 3 types de statuts d'apprenants différents. Donc d'abord, le plus gros en volume, ce sont les apprentis. Deuxième type de statut d'apprenant, c'est ce qui fait l'exception un peu de notre site, c'est d'accueillir des lycéens et des étudiants sous contrat avec l'Éducation nationale. Et troisième type de statut d'apprenant, ce sont tout ce qui n'est ni apprentissage ni statut scolaire étudiant, ce sont des salariés d'entreprises, des demandeurs d'emploi ou des jeunes en contrat de professionnalisation. Et toujours dans nos 2 filières d'expertise et de référence, la filière hôtellerie-restauration et la filière commerciale. Donc les écoles de la CCI Dordogne se sont impliquées dans un projet autour du handicap, déjà depuis fort longtemps avec la nomination d'un référent handicap au sein même de notre structure, mais au-delà de l'accompagnement ponctuel que l'on peut faire auprès de personnes qui le nécessitent, nous nous sommes penchés sur un projet de plus grande envergure, porté véritablement
par la direction générale de la CCI Dordogne et par moi que j'ai évidemment mené aux côtés du référent handicap. L'idée, c'était avant tout d'impliquer l'ensemble du personnel des écoles dans ce projet et de faire en sorte que ce ne soit pas juste deux personnes très impliquées, le référent et moi-même, sur ces actions, mais vraiment de mettre l'ensemble des équipes autour de ce projet. Donc ensuite, au niveau des équipes, on a lancé différents projets ensemble, notamment sur la professionnalisation des équipes. Donc on a sensibilisé, on va dire, quasiment la totalité des personnels. Quand on parle des personnels, c'est, on va dire, pas seulement l'équipe enseignante, mais c'est aussi l'équipe d'encadrement, c'est aussi l'équipe technique. Donc on a pu sensibiliser, on va dire, de l'accueil des publics accueillis jusqu'au face-à-face pédagogique. Alors, dans notre idée générale, on s'est dit sensibiliser le personnel, ok, c'est bien, mais il ne faut pas oublier les apprenants, donc ça paraissait évident d'intégrer dans une démarche globale la sensibilisation à l'accessibilité. En réalisant l'auto-positionnement, on atteignait le socle minimal, mais on s'est aperçu qu'on avait un gros travail à faire, et c'est en ça que l'outil est très intéressant, qu'on avait un gros travail à faire au niveau de la communication. Donc l'action de sensibilisation, c'est une bonne chose, c'est bien de dire qu'on est accueillant, qu'on fait de l'accessibilité, de la compensation, mais si on ne communique pas effectivement au niveau des publics et au niveau des entreprises, c'est compliqué d'aller plus loin. Donc on s'est aperçu que cette communication était en quelque sorte notre talon d'Achille à ce moment-là, et donc on a décidé plusieurs choses. La première, c'était de communiquer plus largement dans nos supports. Et puis, sur le champ de l'apprentissage, il est très important aussi de communiquer auprès des entreprises, puisque ce sont des chefs d'entreprise qui vont signer des contrats d'apprentissage. Donc de leur montrer qu'il y a des possibilités d'aménagement, que la compensation elle existe bien sûr dans les parcours, qu'elle existe en cours, mais qu'il y a des possibilités aussi d'accompagnement, alors par le CFA, le référent évidemment, mais aussi par d'autres partenaires dans l'entreprise elle-même. Donc la maison familiale, donc c'est un centre de formation donc, qui est spécifique et en apprentissage. Sur la maison familiale donc, accueille aujourd'hui entre 300 et 310 jeunes et stagiaires en formation, sur des formations qui vont de la 4e jusqu'au BTS et en même temps de la formation adulte. Grâce au diagnostic auto-positionnement, ça nous a permis de pouvoir d'adapter nos bâtiments à l'accueil de publics handicapés. Cette question donc, était importante pour nous et cette démarche aujourd'hui nous a permis également de nous questionner sur l'accueil de ce public, puisque après les bâtiments, c'est comment la maison familiale pouvait accueillir ce public handicapé. J'accompagne donc les personnes en situation de handicap où je suis référente sur la MFR de Pontonx depuis presque 2 ans. Nous avons atteint le socle de base pour cette première année au niveau de la charte d'engagement. Dès l'accueil, donc la personne s'adresse à notre secrétaire qui a déjà la démarche et qui a les outils pour pouvoir orienter l'accompagnant auprès du référent handicap que je suis. Nous avons mis en place avec l'équipe un plan de formation adapté, à savoir avec un temps de formation plus important et des outils pédagogiques adaptés à leur handicap. Ces outils pédagogiques et la situation de la crise sanitaire nous a amené à nous adapter par rapport à la visio, les réseaux sociaux ou des outils numériques et qui ont fait que les personnes pouvaient suivre à distance sur la formation. Ça nous a permis par rapport justement à cet accompagnement de travailler notre réseau de partenaires, travailler en étroite collaboration avec l'association 1040 qui va nous accompagner sur des outils et sur des interventions par rapport à ce public-là. Donc en conclusion, je pourrais dire que donc, cette démarche d'auto-positionnement, ça nous a vraiment permis de pouvoir structurer
au niveau de l'établissement, cet accueil, cette démarche d'autopositionnement a vraiment valorisé l'identification de la personne, la mise en œuvre de l'ensemble de l'accueil de ces personnes. Nous sommes aujourd'hui dans une démarche qui nous permet de pouvoir aller plus loin, avec notamment vraiment la mise en œuvre de cet accueil donc, qui devra se transmettre auprès de nos collaborateurs formateurs et pour permettre véritablement que cet accueil soit de qualité et réponde vraiment à cette charte. Bienvenue au pôle formation UIMM Limousin, outil de la branche professionnelle UIMM. Le pôle formation UIMM Limousin se compose d'un regroupement des activités CFAI, donc plutôt des activités historiques apprentissage, et AFPI, plutôt historiquement un positionnement sur la formation continue et l'accompagnement des demandeurs d'emploi. Le pôle formation UIMM Limousin est composé aujourd'hui de 5 sites en Limousin, 3 sites sur la partie Haute-Vienne-Creuse et 2 sites plutôt sur la partie Corrèze, Brive et Tulle en l'occurrence. Le pôle formation UIMM Limousin a signé la charte d'engagement d'accessibilité en 2020. La direction s'est engagée avec 2 experts dédiés, alors pas à temps plein, mais qui sont engagés à nos côtés depuis pratiquement 1 an, avec des premières actions concrètes réalisées, même si le chemin reste encore long. Nous avons accompagné une vingtaine de parcours individuels sur 4500 personnes qui rejoignent le pôle formation sur une année. Nous avons donc réalisé l'autopositionnement en raisonnant en termes de pôle, donc en concertation CFAI, AFPI Limousin. On a constitué une équipe projet qui inclut la direction et les référents handicap sur les 2 sites géographiques. On a pris le parti d'utiliser l'autopositionnement vraiment comme un outil nous permettant d'une part de faire un point sur nos pratiques en matière d'accessibilité, mais également pour définir et structurer un plan d'action adapté de manière à pouvoir progresser dans notre pratique et améliorer l'accessibilité de nos parcours de formation. On a aussi constaté avec la démarche d'autopositionnement et de formation et de sensibilisation du personnel que les échanges au sein des équipes se sont vraiment développés. Les formateurs n'hésitent plus à revenir vers nous dès lors qu'une situation de handicap est repérée ou dès lors qu'une difficulté pendant les sessions d'animation sont repérées. Que ce soit donc pour identifier des leviers aménagés ou rectifier quelque chose en tout cas sur l'aménagement d'un parcours de formation. On est vraiment identifié aujourd'hui au sein des équipes comme la personne en ressources pour mettre en place des aménagements ou répondre aux questions éventuelles aussi des stagiaires par rapport à leur parcours de formation. Donc nous souhaitons élaborer des fiches synthétiques. C'est dans le cadre du positionnement d'ailleurs que ces fiches synthétiques sont abordées, qui sont destinées finalement à expliquer pour chaque formation quels sont les aménagements qui peuvent être mis en place. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel il faut encore qu'on travaille aujourd'hui. Voilà, donc une première série de témoignages de centres de formation qui expliquent comment, ils s'y sont pris pour répondre à la charte d'accessibilité. Donc, nous avons la chance d'avoir Madame Muriel Pécassou, que nous allons pouvoir interviewer et qui a en plus participé au groupe de travail. Bonjour Madame Pécassou, bienvenue donc à notre 6e édition des rencontres autour du handicap. Bonjour, bonjour à tout le monde. Vraiment merci d'avoir répondu favorablement à notre sollicitation. Alors pour commencer, est-ce que vous pourriez nous présenter votre organisme de formation ? Alors, l'INSUP est un organisme de formation de type associatif qui émane de l'éducation populaire et toujours ancré dans l'économie sociale et solidaire, qui a plus de 40 ans d'existence et qui regroupe 22 établissements, 20 en Nouvelle-Aquitaine et 2 en Vendée. C'est une spécificité, mais enfin bon voilà. On accueille aux alentours de 9 à 10 000 stagiaires par an.
Et effectivement, nous intervenons surtout sur les publics très éloignés de l'emploi, sur le socle de compétences, ce qu'on peut appeler des actions de socialisation, l'orientation professionnelle, et au niveau qualifiant, nous sommes sur le tertiaire de bureau, l'hygiène et la propreté, le service à la personne et le commerce essentiellement. Voilà, et nous avons énormément d'actions au niveau international aussi. Très bien, merci. Et donc, du coup, peut-être une première question, ce serait pourquoi c'était important pour vous d'engager votre structure dans cette démarche d'accessibilité et surtout l'inscription dans le groupe de travail? Alors, c'est un travail très ancien au niveau de notre structure. Je vous parlais de notre ancrage dans l'économie sociale et solidaire, mais aussi et surtout le fait que l'on accompagne des publics en difficulté par rapport à l'emploi. Et donc, je dirais, ça fait partie de nos missions. Et ce travail avec le CRFH, qui n'était pas le CRFH avant, etc., Oui. je vais pas être nostalgique, mais remonte aux années de la rue Judaïque. Et notamment avec un travail très en proximité avec votre l'ancienne directrice Béatrice Serrage, que je tiens à saluer pour tout le travail qu'elle a accompli, sans faire de nostalgie et dire bienvenue au nouveau, bien entendu, mais c'est vrai qu'il y a eu une proximité et une co-construction qui remonte vraiment, je sais même plus les dates. On s'est engagé immédiatement parce que pour nous, ça fait partie de nos missions. C'est bien ce que l'on défend, accompagner toute personne, quelle que soit sa situation, vers la qualification et ou l'emploi. Donc, pour nous, ça va de soi, je dirais. J'ai pas d'autre. Donc, on s'est immédiatement engagé à vos côtés sur ce travail, et y compris parce que j'ai une autre casquette au niveau de l'Union régionale des organismes de formation Nouvelle-Aquitaine, très très impliquée avec le CRFH sur ce travail-là. Très bien. Et donc, du coup, si on se focalise sur votre organisme de formation, quelle démarche donc vous avez opérée? Quel travail? Comment vous avez organisé cette démarche au sein de vos centres, de vos sites, du coup? Alors, on est parti très fort, je dirais, par rapport à la mise en place, puisqu'on était dans les expérimentations dès le départ. Malheureusement, l'avis des organismes de formation, ceux qui écoutent me démentiront pas, n'est pas un long fleuve tranquille. Et surtout actuellement, avec il peut y avoir des mouvements de personnel, des restructurations, du turnover, etc. Donc, on avait commencé à mettre en place des choses, mais on a dû les différer. Parce qu'il y avait des personnes qui avaient été formées et qui coordonnaient un petit peu tout ce travail, qui sont parties vers d'autres horizons et qui d'ailleurs utilisent ce qu'ils ont fait. Enfin, ça les a formés pour pratiquer aussi ailleurs. Mais c'est vrai que c'est pas simple. Donc, pour nous, il faut qu'il y ait une démarche, si vous voulez, qui soit non pas uniformisée, mais vraiment harmonisée au niveau de tous nos sites. Et il faut que l'engagement soit l'engagement de tous. Donc, quand il y a de nouvelles personnes, etc., que ça bouge, il faut à chaque fois remobiliser. Ça ne peut pas fonctionner, cet accompagnement-là, si tout le monde n'est pas au même niveau d'appropriation, enfin, et surtout d'engagement par rapport à ça. Alors, l'engagement, il commence par la direction générale, ça c'est clair. Et il faut vraiment, c'est porté par la direction générale, et ça depuis le début, et j'y tiens, et on continue. Mais on a différé pour qu'il y ait une cohérence entre nos différents établissements. Un travail, donc, on fait un travail établissement. Le CRFH est d'ailleurs intervenu plusieurs fois pour des piqûres de rappel, pour expliquer comment ça fonctionnait, etc. Et on a fait le choix, pour accompagner nos équipes, de nommer aussi un coordinateur, plutôt une coordinatrice, qui va pouvoir accompagner et mettre à niveau, je dirais, entre guillemets, toutes nos équipes. Alors, bien sûr, ça commence par la formation référent TH, mais on a beaucoup de référents TH depuis longtemps, mais il y en a qui sont partis, donc il faut en former d'autres. Ça veut dire aussi, pour ceux qui sont référents TH depuis des années, parce qu'on en a plusieurs, à mon sens, entre guillemets, des petites piqûres de rappel, mais ça veut dire aussi
travailler au niveau de l'autopositionnement avec l'accompagnement d'une coordination. Donc on met des moyens. On met des moyens pour avancer. Très bien, merci. Et peut-être une dernière question. Est-ce que vous avez des projets ou un plan d'action que vous souhaiteriez mettre en place pour les mois, enfin à long terme, pour votre centre de formation autour du handicap? Oui, il y a de nombreux projets. Alors, on avait travaillé avant tous ces mouvements-là, mais on l'a toujours, hein, sur un kit que tout le monde peut avoir en main pour travailler au mieux. Je vous ai dit, le plan d'action, c'est la sensibilisation vraiment de tout le monde. Et j'insisterai, parce qu'on ne le dit pas souvent, sur le personnel administratif dans les structures, qui est quand même le premier à accueillir et qui doit être tout particulièrement sensibilisé pour pouvoir mieux accueillir, décerner des choses, etc. Au niveau du plan d'action, il faut que l'on travaille, ça fait partie, on est en train de l'affiner, mais énormément sur les registres d'accessibilité, parce qu'en dehors de l'accompagnement des personnes, de la compensation, ce que l'on fait toujours, de l'accompagnement au maintien dans l'emploi, etc., je crois que là, on est assez au point. Il y a quand même tout ce qui est accessibilité, et ça, c'est quand même compliqué, parce que nous avons des locaux un petit peu partout, et c'est pas simple. Donc là, il y a tout un plan d'action à avoir pour favoriser les choses. Très bien. En tout cas, Madame Pécassou, encore tous nos remerciements, parce que je sais que vous avez un emploi du temps plutôt chargé, mais d'avoir pris ces quelques minutes pour partager votre expérience sur ce sujet. Merci encore. Merci à vous et merci aux techniciens, parce que j'étais obligée d'être à distance et c'était pas simple. Merci à eux. Voilà, tout à fait, vous avez raison. Merci. Donc, Madame Pécassou a d'ailleurs indiqué un point important, hein, c'est parfois compliqué pour des centres de formation qui ont de nombreux sites sur l'ensemble du territoire. Alors, ce serait intéressant de regarder d'autres témoignages sur des centres de formation qui travaillent en réseau, et puis on en discutera tout à l'heure. CFA académique, c'est le CFA de l'Éducation nationale de l'Académie de Limoges. Donc le CFA académique constitue un siège qui est le rectorat de l'Académie de Limoges, qui s'appuie sur des unités de formation par apprentissage, que vous avez certainement visité, au moins une. Ces unités de formation par apprentissage sont adossées à des établissements publics scolaires. Et donc on a fait le choix, c'est un choix stratégique, c'est un choix qui est porté aussi par la direction, de vraiment développer l'accessibilité des formations d'apprentissage en nommant des référents handicap, tout d'abord dans les UFA, donc dans les anciens CFA publics qui font partie du CFA académique, et puis de déployer aussi cette accessibilité maintenant sur tous les sites de formation qui vont recevoir des apprentis. L'autopositionnement et puis également les outils qui sont développés et qui sont portés par le CRFH, ça nous a vraiment aidé sur le diagnostic des pratiques. Quelles sont nos pratiques d'accessibilité? Qu'est-ce qui se passe sur le terrain, dans les différentes UFA et à l'échelle du CFA académique? Qu'est-ce qu'on en retire comme état des lieux de notre accessibilité? Ce travail sur l'autopositionnement, il a vraiment à la fois créé du lien, il a permis aussi un partage des pratiques, il a permis une vraie réflexion sur notre accessibilité. Où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qui existe déjà? Tiens, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place? De quoi on a besoin en termes d'outils, en termes d'appui, en termes de temps, en termes de moyens? Et puis, comment on trace, on formalise tout ça pour vraiment avoir un plan d'action et faire qu'on soit dans une mise en œuvre active et dynamique de l'accessibilité. Donc l'UFA Simone Veil en fait, est une structure qui accueille des apprentis en formation. Aujourd'hui, nous accueillons environ 121 apprentis. Ils sont en fait répartis sur 3 formations. Tout d'abord un CAP vente, donc on a une première et une deuxième année. Un bac pro, en fait, métier du commerce et de la vente. Donc là, nous accueillons des secondes, des premières et des terminales. Et puis un BTS management du commerce opérationnel. Nous avons aussi des premières et des deuxièmes années. Pour ça, d'abord, c'est le chef d'établissement qui affirme les valeurs fortes de son lycée en disant on est vraiment un lycée inclusif
Et donc, bienvenue chez nous, quel que soit le handicap qui est le vôtre. Nous n'avons pas des réponses par coup de baguette magique, mais on va les trouver, les rechercher avec vous. Et on fera en sorte que votre scolarité soit possible ou la scolarité de votre enfant. En fait, ce qui est important, c'est l'accueil, travailler sur l'accueil, parce que dès le début, on s'est rendu compte qu'on n'était pas forcément au courant ou que les dossiers ne suivaient pas, puisque du fait que ce soit des apprentis, en fait, on n'a pas forcément accès à leur parcours précédent. Ils ne viennent pas tous forcément du collège, parce qu'encore quand ils viennent du collège, c'est un peu plus facile d'avoir le suivi, mais c'est pas le cas. Il y en a qui ont été en rupture scolaire au milieu, ou alors qui ont été déjà au lycée et qui sont sur une réorientation. Donc le premier travail à faire, je pense qu'il est là en fait, déjà sur l'accueil de ces jeunes-là et sur l'identification de ces jeunes-là dès le début de la formation, parce que souvent on s'en rend compte trop tard, et même si on met des moyens en place, c'est vrai que c'est du temps perdu et que c'est difficile pour eux. Aujourd'hui, avoir des apprentis en situation de handicap n'est pas optionnel, pour une raison simple. C'est que la loi nous l'impose, premier élément. Puis, sur un deuxième élément, le référentiel qualité du FORM nous impose également d'avoir une démarche particulière pour des apprentis en situation de handicap. Il est très clair que dans les années à venir et dans les perspectives qui vont être les nôtres, nous allons renforcer ce dossier. Nous allons partager les bonnes pratiques. Moi, je suis certain que la force de l'exemple est quelque chose de fort. Nous avons pu voir dans certaines UFA que des jeunes ont été pris en charge de manière remarquable. Et à partir de là, eh bien, les bonnes pratiques se diffusent. Madame Gilles en est le premier artisan. Nous allons continuer. Nous allons continuer parce que c'est une nécessité et parce que nous pensons que avoir un réseau qui soit un réseau fort autour de la prise en charge des jeunes en situation de handicap, c'est une vraie plus-value pour les structures, une vraie plus-value à la fois pédagogique, et puis, je le dis quand même, une plus-value humaniste aussi. Donc, la Fédération territoriale des maisons familiales du Poitou, regroupe 16 maisons familiales sur les Deux-Sèvres et la Vienne, donc 11 en Deux-Sèvres, 5 en Vienne. Cette fédération est assez jeune puisqu'elle date de mai 2019. Alors, l'engagement dans la charte régionale s'inscrit évidemment pour répondre à l'obligation légale en matière d'accueil et d'accessibilité des formations, pour s'inscrire aussi dans la continuité de la mise en œuvre de la politique régionale et nationale, pour rendre nos pratiques lisibles aussi auprès de nos partenaires qui accompagnent les publics, et je pense tout particulièrement aux maîtres d'apprentissage, et puis pour permettre à chaque jeune d'évoluer avec un accompagnement personnalisé à son rythme, quelles que soient ses difficultés finalement. À ce jour, en 2021, 16 référents se comptent dans nos MFR. Il serait intéressant de s'interroger sur la formation de ces personnels-là, de façon à faciliter leur mission et leur accompagnement, et faire davantage de liens avec les formateurs, les moniteurs et les référents handicap dans les maisons. Et puis, j'ai envie de dire, peut-être à moyen terme, ce serait peut-être de créer un réseau de professionnels engagés dans une politique d'inclusion et volontaire pour partager et accompagner chaque jeune à s'insérer dans la vie professionnelle à terme. Alors, la maison familiale Sèvres Europe donc, est située au cœur de Bressuire, dans le bocage bressuirais. Elle existe depuis 1969, exactement. Aujourd'hui, elle compte 350 jeunes, dont 120 apprentis, répartis en 4 filières. Donc, il y a une filière agricole, une filière service, une filière technologique et une filière machinisme agricole, agroéquipement. Concernant notre engagement par la charte handicap, c'est un engagement qui nous a paru naturel de par les valeurs des maisons familiales qui ont pour habitude d'accueillir des jeunes, quel que soit leur profil, quel que soit leur projet, et qui ont des valeurs éducatives qui nous permettent d'accompagner chacun avec ses moyens, ses capacités, ses difficultés,
ces points forts vers la réussite du projet. Alors, comment ça s'est structuré? Eh bien, tout simplement parce qu'on est parti dans une démarche aussi de qualité, avec la démarche Calliope, entre autres, qui nous a obligés à structurer un petit peu cet accueil, mais aussi avec notre démarche RSO, responsabilité sociétale des organisations. Nous avons donc désigné un référent, une référente handicap. Alors quand je dis désigné, nous avons réfléchi ensemble et nous avons trouvé la personne qui avait la motivation pour occuper cette fonction. Aujourd'hui, elle bénéficie de décharges horaires pour qu'elle ait les moyens, effectivement, d'accompagner tous les jeunes accueillis dès le début de l'année. La maison familiale a signé la charte d'accessibilité donc le 12 mai 2020 et s'est engagée par la suite via un autopositionnement donc sur 12 critères. Donc nous avons travaillé ces différents critères en collaboration avec Madame Chussot qui est la responsable qualité de la maison familiale. Et donc nous avons travaillé de mai jusqu'au mois de novembre de façon à rendre davantage accessibles nos formations. Donc pour pouvoir travailler davantage les points que nous avions mis dans l'autopositionnement, donc nous avons décidé de mettre en place un partenariat donc pour pouvoir mieux sensibiliser les jeunes au handicap et puis peut-être mieux faire connaître aussi les différents types de handicap. Donc nous travaillons notamment en partenariat avec l'IME de Thouars. Nous avons également mis un partenariat avec l'IME de Bressuire. Nous avons également un de nos collègues du bac technologique STAV qui a organisé une journée handisport. L'accompagnement donc par le CRFH et donc dans le cadre de cet autopositionnement a permis la création d'outils qui ont permis un petit peu de professionnaliser à l'interne la façon dont sont repérés et accompagnés les jeunes en situation de handicap ou de difficulté d'apprentissage. Donc des outils voilà, que ma collègue en charge de cette mission a mis en œuvre de façon très professionnelle. Sa mission a permis de mettre en lumière cet accompagnement qui était déjà fait par plein de collègues au niveau de la MFR, mais de mettre en lumière vraiment, de légitimer un petit peu aussi, si on peut dire, cet accompagnement, dans le sens où, ben voilà, on en parle quoi, on en parle, c'est pas tabou, et il y a des outils, et au niveau de l'ensemble des collègues déjà, il y a une prise de conscience du fait qu'on peut faire plein de choses, et qu'il y a vraiment des possibilités d'accompagner les jeunes vers l'excellence de la même manière qu'ils soient en situation de difficulté d'apprentissage ou pas. Et aujourd'hui, cet accueil-là, dans notre amélioration continue, est vraiment bien intégré. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une référente, certes, mais c'est vraiment la préoccupation de tous au sein de l'équipe. Et on y trouve une satisfaction évidente, parce qu'on a des jeunes aujourd'hui qui, de par cet accompagnement particulier, s'épanouissent. Très bien, donc là, on a vu comment les réseaux se sont organisés et ont réfléchi la référence handicap de manière coordonnée sur les différents sites de formation. Donc, c'était vraiment très intéressant de voir que, eh bien, étant donné qu'il y a une multiplicité de spécificités de centres de formation, eh bien, c'est logique qu'il y ait des démarches qui soient différentes. Donc, alors peut-être que ce sera intéressant qu'on puisse également voir 3 autres témoignages de centres de formation qui ont réfléchi à l'organisation, cette fois-ci, de la référence handicap même au sein de leurs équipes, et puis qui vont expliquer comment le travail avec les partenaires, prescripteurs, fonctionne au sein de leur centre de formation et dans quel objectif. Donc, nous allons voir maintenant ces 3 derniers témoignages de centres de formation qui sont sur notre territoire de la Nouvelle-Aquitaine.
Donc le CIPECMA, le Centre interconsulaire de perfectionnement et d'enseignement de la Charente-Maritime, est rattaché à la Chambre de commerce et d'industrie de La Rochelle. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire du CIPECMA, c'est qu'il a 3 grands pôles de formation. La formation continue, qui représente environ 6500 salariés ou demandeurs d'emploi formés chaque année. La formation initiale, avec les contrats d'apprentissage et les contrats de professionnalisation, qui représentent 650 personnes formées chaque année. Et enfin, la formation reconversion, où là, nous formons 450 personnes. Donc, ce qu'on peut préciser sur la formation reconversion, c'est qu'une personne sur 3 que nous accueillons est en situation de handicap. Je suis référente handicap depuis fin 2019 sur le service reconversion et continue. J'ai pris le relais d'une collègue, Esmeralda, qui a pu enclencher en fait ce dispositif et en tout cas cette volonté d'accompagner les personnes en situation de handicap. On a pu nous prêter du matériel spécialisé. J'ai pu aussi me rendre compte de la nécessité de ce matériel-là. Et on a décidé d'investir, de commencer à investir, en tout cas dans du matériel. Je suis arrivée au CIPECMA en janvier 2020 et j'ai été nommée référente handicap en février 2020. On s'est mis d'accord très rapidement avec Nathalie sur les missions au travail pour pouvoir être complémentaires dans nos actions. Et l'idée, c'était aussi, lorsqu'il y en a une qui s'absente, que l'autre en fait puisse prendre le relais sans qu'il y ait de soucis ou d'attente finalement pour les personnes qui sont dans le besoin. Et en juin 2020, j'ai pu faire remonter auprès de la direction et des ressources humaines que pour travailler en profondeur finalement sur l'autopositionnement, il était nécessaire de me dégager du temps de travail. Et donc, ils m'ont mis à disposition 10% de temps supplémentaire, spécifiquement pour répondre aux missions qui me sont confiées en tant que référente handicap. Donc en fait, l'autopositionnement, il a permis de désacraliser finalement cette notion de handicap, d'ouvrir des portes qui jusqu'à maintenant étaient fermées, mais plutôt par méconnaissance. Et la machine est en route, c'est-à-dire que cette année, notamment pour les recrutements de futurs apprentis, ils sont orientés directement vers moi lorsqu'il y a des besoins. Et donc, ça permet qu'on soit dans une anticipation pour la rentrée prochaine. Ça fait 1 an et demi en fait qu'on est engagé et c'est vrai que ça nécessite, pour maintenir ce niveau d'accompagnement et toujours aller plus loin, de pouvoir se former. C'est aussi un projet d'équipe sur les formations en conversion, une équipe pédagogique. À la fois, ça nous permet de fédérer nos équipes, mais aussi de répondre à nos obligations légales. Je m'appelle Mathieu No, je dirige l'IFP Bordeaux Business School depuis avril 2015 en association avec Caroline Ponce, mon associée. Nous avons décidé de créer une école qui a du sens. L'objectif initial, et on se rend compte au fil des années qu'on est toujours dans cette même logique, c'était de dépoussiérer le monde de l'étude supérieure, et notamment par le biais de l'alternance. Donc on est CFA depuis la réforme de 2018, du 5 septembre 2018. Effectivement, c'est Calliope d'abord qui nous a orientés sur toute cette logique de handicap. L'école, depuis le début, travaille beaucoup sur les différences pédagogiques et les différences d'apprentissage. Je suis référent handicap au sein de l'IFP Bordeaux depuis maintenant 2019, donc depuis maintenant 2 ans. Et j'ai la spécificité d'être à la fois alternant au sein de l'IFP Bordeaux Business School et salarié en tant que chargé de projet. Donc, quand on va construire un dossier de reconnaissance de qualité travailleur handicapé, avec cette horizontalité, on a quelque chose de beaucoup plus percutant, pertinent, que ce soit finalement un responsable pédagogique ou un directeur d'école qui s'en occupe. Donc, c'était pas mal. Donc, je reste en binôme avec lui, c'est-à-dire que je suis au courant de tous les rendez-vous qu'il peut faire sur ces notions de handicap. Il m'enrichit aussi de ses découvertes, de ses rencontres, de ses formations. Mais c'est important que ce soit un jeune qui finalement ait ce lien-là
Voilà, en tout cas chez nous, dans notre organisation à nous, c'était très pertinent. Cet auto-positionnement nous a justement permis de formaliser les choses. Donc ça a été tout d'abord des échanges entre le service pédagogique et la direction pour faire un état des lieux sur nos pratiques actuelles. Par la suite, s'en sont découlés des outils qui ont pu être créés en collaboration avec tous les services de l'IFP, comme le guide d'adaptation pédagogique à destination de tous nos formateurs en chaque début d'année pour accompagner les personnes en situation de handicap. Nous avons également construit un livret handicap à destination de toutes les personnes entrant au centre à la rentrée. Ce livret handicap comporte des informations sur la référence handicap et également sur le droit d'aménagement en formation. La mise en place de ces différents supports et moyens de communication nous a permis de constater que les étudiants arrivaient de plus en plus facilement à nous parler de leur situation de handicap et à venir vers nous. Dans le cadre de la POE réalisée avec l'ancienne Lidl et Cap Emploi, nous mettons en avant, nous communiquons sur notre ingénierie pédagogique et également sur les moyens, nos compétences à mettre en place ce genre d'action. L'ADES est un établissement de formation en travail social situé sur le Lot-et-Garonne avec 2 sites d'intervention Marmande et Tonnes. Un établissement de formation en travail social, mais aussi on gère des dispositifs d'insertion pour l'accompagnement notamment du public demandeur d'emploi, des personnes qui sont, c'est le cœur aussi de notre activité, qui ont une reconnaissance de travailleurs handicapés. Mais à notre modeste niveau, on essaie, en accueillant des étudiants dans notre centre de formation, mais aussi en soutenant les milieux professionnels dans l'accueil de ces étudiants, de mener un véritable combat pour que une place puisse être faite à chacun dans nos formations. Les rendre accessibles, mais durablement. Et c'est cette articulation qui fait que aujourd'hui, je pense qu'on a grandi aussi grâce au positionnement qu'on a fait et à la démarche de progrès engagée avec le CRFH, parce que ça nous a permis, cette démarche-là, de se rendre compte qu'on faisait certaines choses de manière très positive. Et ça, c'est... Voilà, on s'est dit, ben ouais, on fait des choses quand même sur la référence handicap, de le porter encore plus fort institutionnellement, et que ce soit partagé par toute l'équipe. Donc ça, c'est un chantier permanent, je dirais. Il faut y être vigilant, le préciser aussi aux nouveaux salariés, le préciser aux nouveaux étudiants, que l'ADES est engagée résolument et avec force sur l'accueil de personnes en situation de handicap dans notre établissement. Il est important, je pense, de faire un point d'arrêt sur ce qui existait, sur ce qui fonctionnait, et je pense que la démarche de progrès a servi à ça, c'est-à-dire valoriser en fait voilà, les actions qui permettent d'accueillir et de former dans les bonnes conditions les étudiants en situation de handicap. Je me suis appuyée forcément sur les équipes pédagogiques qui avaient cette expérience aussi de l'accueil des étudiants en situation de handicap ou des étudiants qui dévoilaient des difficultés d'apprentissage pendant la formation. Et puis sont venus se rajouter tous les partenaires précieux que sont en fait les prestataires d'appui spécifiques, puisqu'on a voilà, des experts de la compensation en formation autour des différents handicaps que l'on connaît, moteurs, psychiques, cognitifs, déficiences intellectuelles et maladies invalidantes. Et ça, c'est un réel atout, puisque ça vient en fait compléter les connaissances et les compétences de l'équipe pédagogique et amener un regard extérieur sur les compensations que l'on ne connaît pas encore, parce que les situations de handicap sont toutes différentes, que l'on n'a pas encore mis en œuvre, ou en tout cas ça permet d'aller plus loin que ce que l'on fait déjà aujourd'hui dans le centre. Le fait qu'en communiquant et en étant identifié comme établissement accessible, on a des demandes d'étudiants dont on n'a pas forcément l'habitude de réaliser l'accueil, avec des nouvelles problématiques qui nous demandent toujours de réfléchir dans ce contexte de partenariat, aller chercher les bons prestataires d'appui spécifiques, raisonner avec les responsables pédagogiques pour se dire tiens, comment on va pouvoir adapter ça. C'est quelque chose sans fin, c'est une amélioration continue, constante. À partir de là, on se rend compte, et depuis 5 ans, un peu les résultats qu'on peut voir, c'est qu'on a accompagné des étudiants
qui étaient parfois en difficulté, voire en grande difficulté. On avait du mal à les accompagner, ces personnes en situation de handicap, et le référent TH, le travail de l'équipe autour, de l'équipe pédagogique, mais aussi des terrains d'accueil, et puis des partenaires, prestataires, prescripteurs, ont fait qu'à un moment donné, parfois pour un étudiant, on se mise à 3, 4, 5 personnes autour, mais ça produit des résultats, c'est qu'on sécurise le parcours. Alors j'aimerais vraiment remercier l'ensemble des centres de formation qui ont bien voulu jouer le jeu. Évidemment, lors de nos rencontres, les échanges ont été extrêmement riches et du coup, il a fallu faire des choix dans les propos qui nous ont tenus aujourd'hui. Mais je suis persuadée que dans beaucoup d'autres centres de formation sur notre territoire, ce genre de pratiques sont quotidiennes et ce qui permet de vraiment mieux accueillir les personnes en situation de handicap en formation. Alors, ce qui sera intéressant de voir peut-être, c'est le point de vue des chargés d'appui et l'accompagnement qu'ils proposent au centre de formation afin qu'ils puissent travailler de manière approfondie sur leur démarche d'engagement et d'accessibilité. Voyons un petit peu ce qu'en pensent nos chargés d'appui et de développement. Donc, afin d'accompagner les centres de formation dans la démarche de progrès vers l'accessibilité pédagogique, j'ai mis en avant les ressources mises à leur disposition par la politique régionale, donc à la fois les ressources méthodologiques et techniques pour penser l'aménagement d'un parcours et le sécuriser, mais également les appuis financiers et le programme de professionnalisation sur le handicap. J'ai mis en avant le fait que cette démarche d'engagement n'était pas un label, mais une véritable démarche de progrès vers l'accessibilité, quelque sorte une démarche qualité, qui avait été construite donc par leurs pairs, à la fois par l'ensemble des têtes de réseau des centres de formation, sur un premier niveau de réflexion, et ensuite par des directeurs de centres de formation et des référents handicap qui ont planché véritablement sur ces indicateurs et qui les ont raccrochés à leur réalité de terrain. C'est un accompagnement finalement privilégié qui a permis du coup aux organismes de formation de se sentir appuyés, mais de réaliser en autonomie cet autopositionnement, qu'il y ait atteinte du socle ou non. Pour mieux accompagner les centres de formation, il a été important d'aller sur site pour avoir une connaissance fine de leurs pratiques, de l'organisation de leur structure, des équipes, pour pouvoir ensuite les accompagner sur le développement de ces indicateurs et surtout les rassurer dans des indicateurs qui sont déjà atteints pour d'autres publics qui sont en difficulté mais pas forcément en situation de handicap, pour lequel ils mettent déjà des choses en place et qui peuvent être transposables au public en situation de handicap. Il se fait de façon différente, cet accompagnement, que ce soit par téléphone lorsqu'ils ont un doute sur un indicateur en particulier. La plupart du temps, j'ai des temps d'échange qui sont dédiés à cet autopositionnement en présentiel ou en visio, pour qu'on revienne sur chaque indicateur. Dans le cadre de l'accompagnement de centres de formation, j'ai pu guider la direction et la référente handicap à identifier des pratiques qui étaient en cours dans le centre de formation et qui pouvaient répondre effectivement aux attendus de l'autopositionnement et des indicateurs d'accessibilité. Nous avons pu réfléchir ensemble à certains moments à comment considérer l'indicateur au regard de leur culture de formation, au regard de leur organisation initiale, pour trouver parfois des solutions de réponse qui reprenaient, qui rentraient complètement dans l'identité de l'organisme et en même temps qui répondaient à l'indicateur concerné. De nombreux centres de formation apprécient le fait d'avoir le regard externe du CRFH pour réaliser leur autopositionnement, ce qui leur permet d'être plus précis, de questionner davantage leurs pratiques et de réaliser au mieux cet autopositionnement. Donc, il n'est pas toujours aisé de mettre en mots
des pratiques que l'on a déjà intégrées et qui sont devenues quotidiennes. Donc, le travail de la mission d'appui a été aussi et est d'accompagner les centres de formation à se souvenir des petits pas qu'ils ont faits, tels que la mise en place d'échanges de pratiques autour de l'accueil des personnes en situation de handicap, tels que l'achat de matériel, tels que la mise en place en fait de supports pédagogiques plus adaptés, le changement de police. Beaucoup de centres de formation ont changé les polices, ont mis en place en fait des supports plus spécifiques, et c'est tellement intégré qu'ils ont oublié ou qu'ils oublient parfois de les rappeler. Donc tout notre travail, parce que nous les connaissons bien, c'est de leur rappeler les petits pas qu'ils ont faits. L'idée, c'est de leur montrer que c'est faisable, l'autopositionnement. C'est plein de petites choses à mettre en place, mais c'est pas des grandes montagnes. On va pas leur demander de refaire les bâtiments en entier. On va pas leur demander des choses énormes dont ils ne sont pas capables. Mais ça va être des petites choses. Ça va être s'interroger aussi sur comment est-ce qu'on peut mettre ça en place. Ça peut être aussi s'interroger sur quels outils on a besoin et nous solliciter là-dessus. Oui, donc par rapport à ce travail d'autopositionnement que font les centres de formation que nous accompagnons, ça met en évidence, ça objective leur besoin de travailler la question du handicap sur du long terme, que c'est quelque chose qu'ils vont avoir besoin de travailler avec nous, avec d'autres, mais que voilà, ils ne seront pas seuls pour la travailler, mais que ça va leur prendre du temps. Donc, compléter ces indicateurs, c'est faire un arrêt sur image sur ces process et se regarder marcher. Ça prend du temps et notre mission, elle est aussi là pour donner en quelque sorte de l'intelligence dans la procédure et dans le système et permettre aux centres de formation d'ajuster ce travail dans un temps qui lui est raisonnable. Même si l'engagement et l'autopositionnement ne sont pas des outils de contrôle, ils aident à mieux conscientiser de la part des OF leur thématique du handicap pour qu'elles deviennent plus prégnantes dans leur pratique quotidienne. Voir les centres de formation s'investir dans ce développement de l'accessibilité en réalisant cet état des lieux, ça booste le chargé d'appui. On a vraiment cette envie de les accompagner encore plus loin dans le développement de l'amélioration continue. Voilà, hein, donc du coup l'accompagnement qui est mis en place par les chargés d'appui de terrain qui sont en proximité des centres de formation. Alors certainement que l'ensemble de ces témoignages et interviews ont suscité quelques questions. Donc, c'est ce qu'on va voir sur le chat. Du coup, Emmanuel, tu voudras bien essayer d'y répondre? Bien sûr. Alors, peut-être première question, Emmanuel. Ici, les prestataires spécialisés handicap, est-ce qu'ils peuvent avoir accès à l'outil d'autopositionnement pour voir concrètement à quoi cela ressemble? Alors, l'interface d'autopositionnement en elle-même est vraiment réservée au centre de formation. Par contre, je trouverais intéressant effectivement qu'à un moment, nous puissions rencontrer les partenaires d'appui spécifiques pour expliquer, parce que c'est un outil qui s'accompagne et ce n'est pas un outil avec plaisir pour rencontrer les prestataires d'appui spécifiques qui souhaitent prendre connaissance de ces indicateurs. Très bien, puisque de toute manière, ils sont en contact aussi direct avec les centres de formation. Tout à fait. Voilà, très bien. Merci Emmanuel. Donc du coup, une deuxième question. Ici, on a en tant que conseiller emploi-formation, comment peut-on savoir qu'un OF s'est inscrit dans cette démarche? Alors, comme je le disais tout à l'heure, la lisibilité d'un centre de formation engagé qui est allé au bout. Donc, sur notre site, vous avez la liste des centres de formation handi accueillants. Néanmoins, si vous accompagnez une personne en situation de handicap dans un parcours de formation,
qui a des besoins et le centre de formation généralement est informé s'ils sont engagés ou non. Mais vous pouvez nous contacter parce que s'ils sont en cours de démarche, ça nous pourrons vous l'informer puisqu'ils ne seront pas encore lisibles en fait sur le site. Très bien. Donc, du coup, il ne faut vraiment pas hésiter à contacter voilà, le CRFH, soit par le chargé d'appui de territoire ou directement au siège. Bien sûr. Et ce qui est important, c'est si le centre de formation n'est pas encore engagé, notre mission est aussi d'aller le rencontrer. C'est une démarche volontariste d'un centre de formation. Il n'y a pas d'obligation. Si le centre estime qu'il a une accessibilité qui répond à ses obligations légales, c'est pas obligé, hein, c'est vraiment une démarche volontaire. Très bien, voilà. Mais en tout cas, les chargés d'appui pourront aller à leur rencontre et puis pouvoir échanger sur ce sujet-là. Très bien. Très bien. Alors, voyons voir si nous avons d'autres questions. Alors voilà, une question intéressante. On nous demande ici comment inclure les personnes en situation de handicap à cette démarche d'amélioration de l'accessibilité des organismes de formation. Alors, je dirais qu'aujourd'hui, elles le sont déjà au travers des situations, c'est-à-dire qu'on a parlé de l'engagement, mais cet engagement permet au centre de formation de mobiliser un certain nombre d'outils permettant d'améliorer, de prendre en compte la compensation de handicap pour les personnes qui auraient des besoins non pourvus dans le cadre de l'accessibilité du centre. Dans le cadre de ces prestations, il y a à la fin un questionnaire dans lequel la personne en situation de handicap peut s'exprimer. Et donc ça, c'est déjà une première manière de prendre en compte la parole des personnes en situation de handicap. Les retours, nous ne sommes pas amenés à intervenir directement au niveau des parcours. Néanmoins, tous les partenaires et acteurs, opérateurs du SPE, peuvent relayer, et le font d'ailleurs, des besoins non pourvus ou des difficultés. Et on est là pour mettre de l'eau dans les rouages. Et puis, cette question tombe bien puisque actuellement nous sommes en train de travailler à la prochaine rencontre autour du handicap qui aura pour thématique handicap et formation distancielle. Et nous souhaiterions mettre en place un groupe de travail avec des représentants des personnes, avec des personnes en situation de handicap qui viennent témoigner de leurs besoins en fait par rapport à ces formations en distanciel qui ne sont pas toujours une modalité de compensation. Ça peut l'être, mais en soi, ça pose d'autres questions. Très bien. Donc, du coup, la prise en compte des personnes en situation de handicap l'est, et de manière parfois détournée, mais elle est quand même très présente dans cette démarche d'accessibilité, oui, forcément. Tout à fait. Très bien. Voilà. Donc, je pense que il faut quand même qu'on suive le temps. Donc, on va s'arrêter autour de ces questions. Très bien. Et donc, on va poursuivre notre 6e édition des rencontres régionales autour du handicap avec l'interview croisée. Voilà, donc j'attends mes 2 invités qui sont pas très loin et qui vont pas tarder à arriver. Donc nous allons pouvoir échanger avec... voilà, très bien. Je vous en prie, installez-vous. Bonjour, oui. Merci de nous avoir rejoints. Donc, monsieur David Bévière de la région Nouvelle-Aquitaine et monsieur Antoine Malézieux de la GFIP Nouvelle-Aquitaine. Donc, je suis vraiment très heureuse de vous accueillir sur cette 6e édition. Vous avez pris de votre temps pour partager ce moment avec nous. J'ai prévu quelques questions et ainsi vous pourrez échanger. Déjà, la première question que je pourrais vous poser, c'est celle-ci. Pour vous,
puisqu'on est dans cette thématique, qu'est-ce que c'est l'accessibilité? Alors, qui voudrait s'exprimer? Je vais peut-être vous laisser répondre en premier. Merci, allons-y. Merci de votre accueil lors de cette manifestation. C'est pour nous important de pouvoir participer à vos échanges et à vos débats sur ces enjeux de l'accès à la formation et à l'emploi des personnes en situation de handicap. Donc un plaisir d'être là. Et sur votre question, pour nous, donc, la question de la formation professionnelle des actifs, qui est une compétence de la région. Donc on a un objectif général de favoriser l'accès à la formation de l'ensemble des actifs, puisqu'on sait que la formation, l'accès à une qualification est un levier puissant, voire incontournable d'accès à l'emploi et de sécurisation de l'emploi. Et donc, dans cette question générale, et on en parlera peut-être un petit peu plus tard, de l'accès à la formation, il y a les conditions que l'on crée pour permettre à toutes et tous d'y contribuer. Et donc, pour nous, l'accessibilité, en l'occurrence des personnes en situation de handicap, c'est créer les conditions pour que nos actions de formation, celles que nous finançons, celles que nous achetons, soient accessibles à toute personne, quelle que soit sa situation et les contraintes qu'elle subit. Donc voilà comment on peut la définir en deux mots, avec pour nous l'inscription de cette ambition-là dans un programme régional d'accès à la formation et à la qualification des personnes en situation de handicap qui situe l'ambition de la collectivité. Et je pense que cette ambition, elle est élevée pour la période 2018-2022, qui nous donne un cap et un cadre dans lequel nous inscrivons nos actions et, entre autres, nos collaborations avec la GFIP. Alors, Monsieur Malezieux. Alors, c'est un vaste sujet de répondre à qu'est-ce que l'accessibilité. Peut-être dire que c'est un partenariat fort et une volonté politique, partenariat fort avec la région, voilà, depuis plusieurs années. Volonté politique aussi de faciliter l'accès à la formation de droit commun, la programmation du conseil régional. Puisque la formation est vraiment, voilà, pour les personnes en situation de handicap, mais pour l'ensemble des publics, à la fois un levier qui offre des opportunités d'accéder, de trouver un emploi, ou alors de se maintenir en emploi ou de se reconvertir dans un emploi et continuer à rester dans la même entreprise. Donc, alors c'est comme l'a évoqué David Bévière. Après, quand on partage cette volonté politique, derrière, ça veut dire que on se donne les moyens en fait de pouvoir rendre le plus accessible possible cet accès à la formation. Alors peut-être, mais vous l'avez sans doute évoqué ce matin, mais en tout cas quand on parle d'accessibilité, enfin c'est vraiment une démarche, une approche, une ambition. Enfin l'accessibilité, en tout cas pour nous, c'est vraiment une réponse collective. C'est permettre en fait à un plus grand nombre de personnes en situation de handicap de pouvoir accéder à une formation et de la suivre de la manière la plus autonome possible. Donc c'est vraiment l'ensemble des moyens qu'on voit et des conditions qu'on va pouvoir mobiliser pour faciliter cet accès. Donc c'est à distinguer de la compensation du handicap, où là, on est sur une réponse individuelle, mais l'un et l'autre sont effectivement interdépendants là-dessus. Et que au départ, on va souhaiter, on va agir ensemble sur l'accessibilité, donc sur la réponse collective. C'est vraiment un sujet qui est voué aussi à évoluer dans le temps, qui n'est pas une fin en soi, mais qui est une démarche permanente. On peut faire un comparatif avec le standard ergonomique ou l'état de l'art dans le milieu du travail, où là aussi, on va chercher systématiquement à améliorer les conditions, à améliorer la sécurité, à améliorer et à lever la pénibilité des postes de travail. Donc c'est ce corollaire-là qu'on peut effectuer. Après, c'est vous dire aussi que c'est en tout cas des compétences, des ressources et des moyens qui sont dédiés. Alors des compétences et des ressources qui sont portées par le CRFH, voilà, où effectivement il y a une équipe, il y a des interlocuteurs qui sont là
pour appuyer les organismes de formation dans leur démarche de diagnostic, dans leur démarche d'amélioration. Il y a aussi toute une programmation de la professionnalisation qui est proposée et que chaque année, voilà, qui est partagée aussi avec la région sur la base des besoins qui sont exprimés par le réseau des acteurs, organismes de formation, mais aussi tous ceux qui accompagnent le public à aller vers la formation. Puis après, c'est un enjeu permanent parce que c'est vrai que l'accessibilité, on est dans une démarche. Voilà, donc, et chaque année, on souhaite, par le biais des travaux, par le biais de cette journée aujourd'hui, pouvoir trouver des voies d'amélioration, pouvoir identifier de nouveaux besoins et puis voir comment on peut y répondre. Très bien. Mais du coup, dans le paysage actuel, avec la certification Calliope, avec les démarches nationales qui sont engagées, est-ce qu'il y a du lien avec cette démarche de progrès pour l'accessibilité de formation qu'il y a au niveau de notre région? Qu'est-ce que vous en pensez? De notre côté, bien sûr, on prend en compte, on s'appuie et on favorise la diffusion de ces normes, de ces références que vous évoquez, notamment de Calliope. On peut avancer que la région a souhaité aussi de son côté insister sur la diffusion de repères et d'incitation et d'invitation des acteurs, et en l'occurrence des acteurs de la formation, à produire les efforts nécessaires à ces conditions à créer pour l'accueil de toutes et tous. Et ça se traduit notamment dans l'appel à projet donnant lieu à label sur l'apprentissage, donc auprès des établissements produisant de la formation par apprentissage, bien que la région, à son grand regret, suite à la réforme de 2018, n'exerce plus la compétence principale en matière d'apprentissage. Vous savez qu'il y a un volontarisme dans notre collectivité qui s'est traduit, donc notamment par cet appel à projet et ce label par lequel nous souhaitons garder un levier ou des leviers agissant envers les acteurs pour les inciter, les inviter et les aider à créer ces conditions d'accueil pour toutes et tous, jeunes et moins jeunes, puisque l'apprentissage peut bénéficier maintenant, on le sait, à un public étendu. Et donc, nous restons extrêmement volontaristes en la matière. Et c'est une manière pour nous de prolonger ce que vous dites des normes qui, désormais, encadrent les activités de formation. Très bien. Oui, monsieur Malézieux, lui rajouter. Oui, peut-être sur le sujet, en tout cas, dire que on se réjouit que la région ait maintenu son soutien à toutes les formations par le biais de l'apprentissage. Et que dans la cohérence globale, le label apprentissage s'articule aussi avec cette charte régionale d'accessibilité. Donc c'est aussi un signe fort sur le sujet qui nous anime aujourd'hui. Toutes ces démarches sont complémentaires en fait. Oui, voilà. Tout à fait. Oui. Puis il trouve à la fois articulation, cohérence. Et c'est peut-être aussi parce que c'est une situation qu'on a rencontrée l'année dernière et qu'on avait partagée avec le CRFH et puis la région, où il y a un certain nombre d'organismes de formation qui délivraient exclusivement des formations à destination des actifs, des salariés. Voilà, qui a exprimé le souhait de pouvoir aussi se professionnaliser sur le sujet dans le cadre de Calliope. Et donc, avec le CRFH, on l'avait invité à proposer un module, une action de formation qui a pu se déployer de manière assez réactive et rapide, pour répondre à des besoins. Donc une illustration supplémentaire de la démarche qui nous anime et de la volonté de pouvoir identifier des besoins particuliers et d'y répondre. Très bien. Du coup, comment vous envisagez la suite pour 2021 ? La suite, il y a déjà beaucoup de continuité, puisque, comme l'a rappelé Antoine Malézieux, il y a actuellement
dans notre paysage régional des moyens d'agir, et parmi ces moyens d'agir, le centre de ressources, bien entendu, qui incarne nos ambitions partagées en matière d'accompagnement des acteurs de la formation sur l'accessibilité et sur ces conditions à créer. Donc il y a évidemment, c'est jamais neutre en termes de politique publique que déjà d'affirmer des formes de continuité. Donc en l'occurrence, le soutien au centre de ressources s'inscrit dans la durée. On a beaucoup travaillé avec le centre de ressources depuis 2016 à asseoir son action et surtout à l'implanter dans l'ensemble du territoire néo-aquitain, puisque chacun le sait, l'antériorité n'était pas la même dans les 3 ex-régions. Donc ça a été, on a vécu là une période et vous avez vécu au niveau du centre de ressources une période de développement et d'implantation qui nous a aussi permis de pousser les objectifs du programme régional en termes d'accessibilité, de diffusion, de l'accompagnement auprès des organismes de formation dans l'ensemble des territoires. Donc il y a eu un travail de conviction, de rapprochement, qui a permis à un nombre plus important d'organismes de formation de signer la charte, par exemple. Maintenant, la suite, c'est aussi de traduire les intentions qui ont été affichées par bon nombre d'acteurs en action. Et je crois que maintenant, la priorité de l'année en cours pour le centre, c'est d'accompagner les organismes dans la traduction en plan d'action de ces engagements pris à travers la charte, et c'est ce qui nous mobilise actuellement. Très bien. Toujours plus de centres de formation en Nouvelle-Aquitaine qui s'engagent. Et toujours plus loin. Voilà, c'est ça, très bien. Voilà. Et est-ce que vous voulez rajouter un élément du coup ? Peut-être pour clôturer cette matinée, un point sur les formations à distance. Oui. Formation à distance, qui a été un sujet, qui a été une vraie opportunité dans le cadre de la situation sanitaire qu'on a pu connaître et qu'on a traversé jusqu'à aujourd'hui. Donc une forte opportunité pour l'ensemble des publics, mais et aussi pour le public en situation de handicap. Donc c'est peut-être l'occasion de partager les avantages que ça a pu générer, puisque c'est vrai que ça présentait en tout cas l'avantage de faciliter l'accès à la formation pour les personnes, de lever des difficultés liées au temps de déplacement, à la fatigabilité que ça pouvait générer, au demeurant, et puis d'adapter aussi les rythmes pédagogiques. Au demeurant, c'est vrai qu'on a pu, nous par retour d'expérience, identifier quelques points de vigilance. Et quand on parle d'accessibilité, ça évoque toujours l'environnement dans lequel le stagiaire va se retrouver. Et donc, jusqu'à présent, on agissait sur l'environnement du lieu de formation. Aujourd'hui, avec les formations à distance, ça nous interpelle sur le lieu de vie des personnes en situation de handicap. Et on a pu identifier des points de vigilance sur c'est un environnement qui n'est pas forcément adapté, le fait d'être confronté à l'outil numérique sur une journée peut générer aussi de la fatigabilité, etc. Donc c'est peut-être un sujet qui doit nous animer dans les travaux et dans les réflexions qu'on va mener sur la période à venir. Voilà, mais en tout cas, on souscrit à ce développement et à cette dynamique. Mais voilà, il faut qu'on trouve sans doute le moment de pouvoir se poser sur le sujet et puis identifier et apporter des réponses. Très bien. Si je peux me permettre de prolonger l'intervention d'Antoine Malézieux sur cette partie du numérique, elle nous intéresse effectivement beaucoup, parce que comme vous l'avez dit, c'est l'ouverture de beaucoup d'opportunités sur la question qui nous occupe et nous préoccupe. C'est un sujet que la région prend très fortement en compte aussi dans le cadre du contrat régional de filière que nous avons engagé avec les acteurs de la formation, face justement à ces évolutions du monde de la formation et à ces exigences actuelle, et la question numérique est au cœur de ces enjeux de transformation du monde de la formation.
et tout en étant attentif, et vous le signaliez, à la question même de l'accessibilité au numérique, puisque si c'est une ressource et une opportunité, on est amené aussi à constater ensemble que les usages du numérique ne sont pas automatiquement aisés pour tout le monde, sans même parler encore des contraintes d'infrastructure, ne serait-ce que de l'accès au réseau. Donc on est aussi en tant que collectivité dans une approche globale de la question du numérique comme facilitant l'accès à la formation. Très bien, très bien. Merci beaucoup. Du coup, peut-être que vos interventions ont suscité des questions. Le temps que je regarde sur le chat, du coup, s'il y a eu quelques questions. Non, pas de questions? Très bien, donc ça veut dire que vos propos ont été particulièrement clairs. Parfait. Très bien. Acceptons-en l'augure. Merci. Très bien. Mais vraiment, merci beaucoup à tous les deux d'avoir pris ce temps pour participer à cette 6e édition qui était particulière puisque une conférence en ligne, c'est c'est un style qui n'est pas forcément facile. En tout cas, on était assez nombreux, semble-t-il, connectés pour pouvoir participer à cette 6e édition. Et puis, comme vous le disiez, Monsieur Malézieux, une deuxième partie qui travaillera, on abordera plus particulièrement les formations à distance. Très bien. Donc sur ce point, je vais donc clôturer notre 6e édition. Peut-être me permettre de vous présenter des excuses pour les petits couacs de démarrage. Premier exercice pour le CRFH. Je pense que ce ne sera pas le dernier, mais on va s'améliorer avec le temps. Puis on vous remercie vraiment d'avoir assisté à cette 6e édition et je vous dis donc à très bientôt. Au revoir.